Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est le dernier oracle du Ballon d'Or. C'est parti. Dans un futur proche où le football a perdu son âme, un jeune prodige découvre une ancienne prophétie liant le destin du monde à un tournoi mythique oublié, la Coupe des Origines, disputée jadis entre les dieux du sport eux-mêmes. Chaque but marqué éveille un fragment du pouvoir des anciens oracles du jeu, et la victoire finale pourrait changer à jamais le cours de l'humanité. Lorsque la première brume du monde s'élevait sur les vallées denses d'herbes rases, il n'y avait encore ni cité ni voix pour nommer la lumière du matin. La plaine s'étendait, océane et silencieuse, battue pourtant d'un étrange rythme que seuls percevaient ceux qui, très loin au-dessus des frondaisons, faisaient naître le jour et découpaient la nuit. Sur cette terre monotone que la rosée dressait comme une offrande, en équilibre subtil entre ce qui naît et ce qui périt, deux présences suspendaient leur grandeur bienveillante. Le soleil, ô seigneur du jeu, se tenait là sous l'apparence d'un faucon d'or, plumage tout en brasier et regards enfiévrés. Sa silhouette palpitait sans forme précise, comme la surface d'un lac effleuré par le vent, et pourtant son existence rayonnait jusque dans le cœur du moindre brin d'herbe. La lune, sereine et sinueuse, se mouvait pareille à une grande panthère aux yeux d'argent, ondulant tout à la fois limpide et insaisissable, l'envers nocturne de tout ce qui brûlait le jour. Là, sur la plaine d'Olmec, un cercle de pierres anciennes ouvrait son ventre secret au ciel. Ces pierres dressées, bardées de symboles oubliés, formaient un terrain où l'invisible et le tangible consentissaient à danser ensemble. C'était ici que le jeu du monde, premier de tous les jeux, se déroulait à chaque passage du temps. Nulle foule pour acclamer ni règle gravée sur l'écorce rude, mais une solennité intense, profonde, qui s'insinuait dans le sol lui-même. Ce n'était pas de la poussière qu'on voyait soulever en volute, mais les rêves mêlés des dieux eux-mêmes, impatients et concentrés. Le soleil et la lune se faisaient face, détenteurs d'un ballon façonné d'ambre et d'écume stellaire, une sphère fragile et parfaite. À chaque choc contre la paume, le ballon exhalait des volutes lumineuses, saluant l'équilibre du monde. Le soleil lançait le ballon avec ardeur, le propulsant en vrille flamboyante, éclair tournoyant qui crépitait jusqu'à l'autre bord du cercle. La lune, d'un geste soyeux, amortissait le tir, absorbant la lumière pour la rendre sous une forme caressante, fraîche et taquine. Chaque passe, chaque rebond, inventait une saison, sculptait une montagne, ou creusait un fleuve dans les plis du temps. Ce jeu n'était pas duel mais élan. Ce n'était pas conquête mais alliance. Le soleil ne désirait pas l'emporter, la lune ne cherchait pas l'effacer dans l'ombre. Tous deux savaient que la beauté du mouvement, la grâce de l'alternance, égalait la création elle-même. Pourtant, même dans cette harmonie, il transparaissait quelque chose de sauvage et d'ancien, un souffle de rivalité archaïque, né de la promesse du premier jour où la lumière et la nuit se défièrent. Autour d'eux, invisibles mais attentifs, d'autres présences veillaient, silhouettes fauves ou plumes chatoyantes, reflets dans les flaques de rosée, pendus au vent dans les arbres muets. On les sentait plus qu'on ne les distinguait, guettant le moment où le jeu atteindrait la tension parfaite, ou peut-être une faille pointerait entre les gestes rapides, entre un éclat de rire de la lune et le rugissement joyeux du soleil. La partie avançait, brève et immense, crépitante d'événements nouveaux. Au gré des passes, la sphère modifiait les couleurs du ciel, chassait les nuages en traînées dorées, réveillait la forêt ou endormait les pierres. Le passage du ballon tissait le temps, l'allongeait ou le rétrécissait, et chaque point marqué jetait une ombre douce ou un rail de lumière sur le sort du monde à venir. Mais il n'y avait pas que la beauté. Parfois, le jeu devenait si vif que le ballon, électrisé par tant de tension, menaçait de s'échapper, d'emporter avec lui le secret des saisons, le goût de la pluie, la force des graines sous la terre. Alors, la lune murmurait une berceuse à l'herbe, et la lumière du soleil se concentrait en point d'équilibre, comme s'il craignait, au fond, que leur ardeur ne consume ce qu'ils chérissaient tant.
Leur jeu avait la violence d'un orage, mais aussi la finesse d'un chant d'oiseau au lever du jour. Il arriva qu'un matin, plus pâle que les autres, le soleil hésita. Son étreinte sur le ballon fut plus lourde, son lancer un peu moins flamboyant. La lune, attentive, le remarqua. Dans le silence modeste du crépuscule finissant, elle glissa vers lui, la queue effleurant la poussière du cercle. « Te lasses-tu, frère flamboyant ? N'y a-t-il plus de plaisir à façonner le jour et la nuit d'un revers de paume ?» Le soleil, dont la voix était pleine du fracas des cataractes et des premiers feux, répondit lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Je crains, sœur paisible, que notre jeu ne s'use. Vois comme la plaine demeure vide, comme nos rires ne trouvent pas d'écho. Nul témoin ne s'en souviendra. » La lune souffla doucement, soulevant la brume. La trace de notre jeu vit dans les arbres, dans le fil de l'eau, dans la pulsation des nuages. Mais si un jour tout ceci devait s'endormir, alors, oui, le jeu se perdrait. Et à ces mots, il sembla qu'une tristesse discrète effleura les cimes, comme si même le vent retenait son souffle pour écouter ce qui allait naître. Dans la longue nuit qui suivit, alors que le soleil regagna ses hauteurs lointaines et que la lune vagabonda sur les sentiers sombres, le ballon demeura abandonné, lové entre les pierres. Il luisait faiblement, incrusté dans l'herbe dont il était comme le cœur oublié. Le silence était complet, mais la tension du jeu flottait encore, suspendue. Les ombres s'allongèrent, palpitantes, se penchant sur la sphère dorée avec le respect qu'on porte à la racine de toute mémoire. Le matin suivant, on raconte que les dieux ne reparurent pas tout de suite. Qui sait? Peut-être étaient-ils partis rêver ailleurs, vers d'autres cieux, d'autres aubes possibles. Peut-être le soleil voulut-il réinventer son ardeur, ou la lune cherchait d'autres visages à caresser. Mais, sur la plaine d'Olmec, le jeu se tut. Le vent, qui le matin venait chahuter la balle, hésita désormais, préférant s'attarder dans les branches ou sur les mares tranquilles. Les pierres elles-mêmes semblèrent se courber vers l'intérieur, comme pour préserver un secret trop précieux pour la lumière brutale du jour. Les jours passèrent, puis les saisons et les années, jusqu'à ce que le souvenir du jeu se dissipe dans la brume des âges. Mais, au fond de la terre, quelque chose demeurait en veille. Une vibration infime, une pulsation timide, héritée des grandes passes qui créaient autrefois montagnes et rivières. L'herbe s'y souvenait, chaque brin faible porteur d'un fragment d'éclat, chaque racine nimbée d'un argent trompeur. Le cercle de pierre, recouvert de mousse, s'efforçait de figer quelque chose du passage des dieux, mais même la pierre, à force de silence, apprend à oublier. Plusieurs cycles de la lune, qu'aucun regard humain ne remarquait encore, s'écoulèrent ainsi. Les ombres s'allongeaient plus vastes, la lumière du soir s'appuyait avec plus de fatigue sur les troncs noueux. Pourtant, chaque nuit, juste avant l'aube, un souffle léger traversait le cercle abandonné, faisant teinter la rosée sur la boule somnolente. Parfois, la lumière venait s'y poser, bleuâtre et discrète, et pour un bref instant la vieille sphère semblait s'animer, rêver d'une nouvelle joute, d'un appel perdu. Ce fut au bout de nombreux cycles, alors que déjà les premiers hommes erraient dans la plaine, que quelque chose changea. Un matin de brume, pareil à un coulis de lait sur la peau sombre de la terre, un enfant s'aventura près du cercle. Il ne savait rien des mythes, rien des jeux antiques, mais il fut attiré par l'étrangeté de la mousse, par la caresse du soleil tiède sur le vieux ballon. Il posa la main sur la sphère, sentit sous sa paume une chaleur douce, paisible mais puissante, comme si le cœur du monde y battait. Le toucher le fit tressaillir, sitôt happé par une joie ancienne, la promesse d'une course, d'un jeu, d'une lumière entre les ombres. Les dieux du stade avaient disparu, mais ils avaient semé en secret, dans la trame du monde, le désir du jeu, la soif du rythme, la beauté du défi partagé. Depuis ce jour, la plaine d'Olmec vit se lever, silhouette hésitante au début, puis de plus en plus sûre, des générations d'enfants, puis d'adultes, qui lancèrent des sphères d'argile ou de cuir, inventant en tâtonnant les règles, scandant le temps de leurs propres cris et de leur propre souffle. Mais, à la racine de chaque passe,
De chaque course, il y avait, vibrant encore, l'écho du tout premier jeu. Il y avait le souvenir du soleil, la caresse de la lune, la passion d'un défi qui n'était pas une victoire mais une offrande. On ne s'en souvenait pas consciemment, mais les gestes, les sauts, les rires collectifs, la sueur mêlée et les exclamations dans la poussière répétaient sans le savoir la grande harmonie perdue. Pourtant, le feu sacré, ce petit miracle incandescent qui portait en lui le lien entre les dieux et les hommes, demeurait fragile. Il pouvait s'étouffer, rongé par l'oubli ou dévoré par l'ambition. Un jour, alors que les premiers stades humains venaient de naître, que les tambours battaient les montées et descentes de chaque équipe sous les regards avides de la foule, le jeu commença à changer de nature. De recettes simples issues du matin des dieux, il devint spectacle, enjeu, fierté, parfois même guerre. La sphère, trop souvent, devint prétexte à blesser, à assujettir, à dominer. De là, une nuit grise, sous la conjuration du ciel fermé, on raconta que le feu du jeu s'éteignit. Nul ne sut exactement comment. La nuit s'étendait sur les ruines du vieux stade, ourlant chaque vestige d'une pâleur spectrale. Entre les gradins fracturés où s'enroulaient 1000 vielles ronces, un garçon à la silhouette maigre cheminait, pieds nus sur le béton noirci par le temps. Il s'appelait Eliane, et sa vie entière avait été bercée par les murmures du vent dans les pylônes tordus, par le tapotement discret des rats sous les restes de la pelouse flétrie. Chaque matin, il grimpait à la recherche de quelques morceaux d'acier pour les échanger contre de la nourriture, mais il était aussi en quête d'un mot, d'un signe venu d'avant, d'une raison d'habiter encore ce lieu oublié des hommes et du soleil. Un soir où les étoiles perçaient plus vivement à travers le dôme de béton déchiré, Eliane s'attarda près de la loge du commissaire. Il longea les gravats jusqu'à la porte renversée, sur laquelle on lisait encore d'anciens mots effacés, vestiaire, salle de presse, trophée. Son pouce suivit curieusement l'empreinte d'un vieux blason, à demi mangé par la rouille. C'est alors qu'il entendit, au fond de lui, une voix venue de nulle part. Douce, tonnante, irréelle, elle résonna dans son crâne avec une clarté qui le fit aussitôt s'arrêter. Le jeu doit renaître. Cherche le crampon d'or. Aussitôt, son cœur battit plus fort. Il recula d'un pas, les mains posées à plat sur son torse comme pour calmer le tumulte qui y grondait, mais la voix était déjà partie, ne laissant dans le silence que l'écho de la prophétie. Le jeu. Ce mot, Eliane n'en connaissait pas toute la signification. Parfois, dans les chambres sombres où l'on dormait entassé, la vieille Nuri racontait l'histoire d'un peuple fougueux venu ici défier la pesanteur et la douleur, tout cela pour courir après une balle. Mais le jeu, celui-là, le vrai, semblait aussi lointain qu'une étoile morte. Quant au crampon d'or, c'était une légende murmurée parfois, une de ces reliques dont parlent les adultes entre deux gorgées d'Orance. On disait qu'il avait été forgé par les oracles du jeu, des sages oubliés qui auraient soufflé leur savoir dans le métal jusqu'à lui donner la force de traverser les âges. Un artefact de lumière et de promesse pour ceux qui sauraient le trouver. Eliane, longtemps, resta là, la paume toujours posée sur la porte. L'air s'était chargé d'une énergie nouvelle, quelque chose qui se glissait dans ses veines, rebondissait contre chacune de ses certitudes. Il respirait plus fort, la tête penchée en arrière, les yeux clos, attendant que la voix revienne, qu'une main invisible le guide. Mais elle ne vint pas. Il passa pourtant la nuit sans dormir, la voix tournant et retournant dans sa mémoire éblouie. Cherche le crampon d'or. Pourquoi lui? Que savait-il de la quête, de la foi des anciens? Le soleil s'était à peine levé qu'il fourrait dans une besace toute la nourriture sèche qu'il possédait et descendait le long de la pente, suivant d'abord la tranchée des tribunes, puis dépassant le portail secondaire où campaient d'autres ramasseurs comme lui. Évitant de croiser les regards, il filait, la tête basse, s'arrêtant parfois pour s'imprégner des inscriptions gravées sur les murs, pour l'amour du jeu, pour la gloire, pour l'équipe. Sur l'ultime PAN de béton effrité, il lut, à demi effacé sous la mousse, ce curieux avertissement, les oracles veillent. Il frissonna.
Et si la relique existait vraiment, s'il avait été choisi? Les jours suivants, tout devint différent. Sa solitude se changeait en attente fébrile. Les choses du quotidien perdaient leur poids. La voix, qui ne revenait pas, ne l'avait pourtant jamais quitté, comme un feu discret entre deux rafales de vent. Lorsqu'il dormait, son sommeil se couvrait de visions étranges. Des foules criant à l'unisson, de la lumière éclatant dans l'ombre, une chaussure d'or brillant sur une herbe parfaite, et des silhouettes roides, bardées de capes, qu'on acclamait, prosternées. Éliane n'en parla à personne. Dans l'enceinte du stade, la rumeur d'une relique pouvait déchaîner la convoitise ou les moqueries. Pourtant, un matin, alors qu'il fouillait sous les décombres de la salle de presse, il trouva le vieux Ludo, un ramasseur à la barbe jaune de poussière, qui s'attardait sur un reste d'affiche antique. Ils restèrent un moment à regarder le portrait usé d'un homme levant un trophée étrange, au reflet étouffé. C'était le temps du jeu, murmura Ludo, la voix grenue. Les dieux marchaient parmi nous, et les oracles leur montraient la voie. Éliane craignit, un instant, d'être transparent, que Ludo devine l'agitation étrange qui dansait au fond de lui. Mais le vieux n'ajouta rien, si ce n'est un vague signe de croix au front, comme si ses temps d'avant demandaient encore des prières muettes. Il se remit à la recherche, fouillant les vestiaires jetés à terre, les éclats de bancs encore marqués d'initiales d'enfants. Il glana quelques restes, un sifflet rouillé, un brassard éclaté, une semelle mangée de rouille. Rien, rien. Pourtant il sentait qu'il n'était pas loin. Parmi les ruines, pour la première fois, il perçut quelque chose de neuf. Une odeur, non plus d'ozone aigu et de terre brûlée, mais de cuir et d'herbe mouillée. Il suivit cette trace jusqu'à la faille d'un vieux tunnel effondré en son centre. Il marcha tant que ses pieds le portèrent, gravissant des buttes déboulies, rampant sous des poutres calcinées. Soudain, il fut comme happé. Le silence, là, était parfait. La lumière verdâtre des lichens suintait sur des pans de murs recouverts d'inscriptions en grec, en latin, en langues inconnues. Et au centre, sur un piédestal de béton éclaté, une trace luisante, invisible mais bien réelle. Il le sentit plus qu'il ne le vit. Il s'approcha, révérencieux, posant la paume sur la poussière. Il n'y avait rien sous ses doigts, rien que le vide. Sonko eurse serra. Pourtant, la voix reprit, plus ténue, venue du dedans cette fois, distordue, murmurant à l'oreille de ses souvenirs. Cherche le crampon d'or. Là où le jeu fut perdu et renaît, le feu brille encore. Il comprit que la relique ne l'attendait pas là, qu'il lui faudrait aller plus loin, vers l'épicentre de la mémoire. Peut-être là où la pelouse s'effaçait derrière le rideau des arbres morts, ou même au-delà du stade, jusqu'au cœur du vieil empire. Cette nuit-là, il regagna la soupente où il dormait, aux côtés de la vieille Nuri. Elle se redressa, attentive, devinant à la pâleur de son front qu'il portait une question à sa bouche. « Dis, murmura-t-il, connais-tu le crampon d'or, Nuri ?» La vieille femme, surprise, haussa un sourcil. Son sourire fendit son visage parcheminé, découvrant la dent unique qui lui restait. « C'est un mythe, petit. On dit que les oracles l'ont forgé pour rappeler le secret du jeu. Mais ça fait longtemps. Certains affirment qu'il a disparu quand le jeu a été interdit, quand les hommes ont cessé de croire. » Nuri s'arrêta, sondant les yeux du garçon. « Et pourquoi tu demandes cette vieille histoire ?» Éliane hésita, puis mentit. Il avait seulement entendu la rumeur. La vérité brûlait sa gorge, mais il craignait que la prononcée la détruise, comme on efface un rêve au réveil. À partir de ce soir, sa vie prit un rythme nouveau. Chaque matin, il partait plus loin, hors du stade, vers la grande esplanade autrefois réservée aux foules. La ville entière n'était plus qu'un amas de ruines, de places vides, de statues décapitées. Pourtant, Éliane sentait que, quelque part sous ce chaos, il y avait encore un chemin, comme une ligne blanche qu'avaient tracée les anciens sur un gazon aujourd'hui disparu. Il avançait à pas prudents, froissant les orties, contournant les tas d'ossements d'anciens supporters. Ici,
une chaussure, là, un drapeau moisi par l'eau. Au détour d'un portail de fer rouillé, il aperçut, enchâssé dans un mur, une mosaïque entière. Elle représentait des hommes en ronde, levant d'étranges chaussures vers le ciel. La vision le frappa. On dit que les oracles descendaient de la tribune la plus haute, porteurs de secrets, d'un savoir surhumain. Ils savaient lire le terrain, prédire les rebonds et les failles du jeu. Les anciens venaient ici, espérant recevoir la sagesse ou, pour les plus chanceux, sentir le poids du crampon d'or. Eliane, allongé sous la mosaïque, se perdit dans la contemplation. Sa main, caressant distraitement la pierre usée, trouva une cavité minuscule. Il fouilla, gratta la terre, puis sentit, glisser à l'intérieur, un petit cylindre de cuivre. À l'intérieur, un morceau de parchemin roulé, si sec qu'il manqua de s'effriter sous ses doigts. Il le lut à la lueur déclinante du soir. Celui qui cherche, dont le cœur est pur et les mains prêtes, suive la lumière du soir jusqu'à la porte d'ivoire. Là, l'épreuve attend. Il grilla du regard la ligne d'horizon. Là-bas, un reflet blanc, brisé parmi les ombres. La porte d'ivoire? Le lendemain, il franchit un sentier qu'il n'avait jamais osé prendre. Ses pas le menèrent à travers des couloirs voûtés, puis sur une passerelle suspendue entre deux monolithes de béton. Tout y respirait l'ancien pouvoir. Ce n'était plus le stade, ni la ville, mais un espace à part, sanctuaire secret que nul ne foulait plus. Eliane n'aurait jamais imaginé que ses pas, guidés dans l'effervescence des rues pavées, le conduiraient un jour vers le cœur battant du mystère, là où la passion du jeu embrassait le secret. Avec la nuit étendue sur la ville comme un voile de velours sombre, il avançait, la carte usée serrée dans sa main. Sur cette feuille de papier, déchirée et tachée, quelques signes qu'il avait d'abord pris pour un gribouillage insensé l'avaient acheminé vers ce quartier oublié, à l'écart de la lumière, là où la rumeur du monde s'amenuisait au profit d'un silence épais. Il dépassa un vieil entrepôt aux briques rouges, sa façade mangée par la mousse. La porte semblait scellée mais, à la lumière hésitante d'un lampadaire, il remarqua le motif gravé sur la poignée. Un hexagone, parcouru de filaments semblables à des racines, moulés dans le bronze. Il posa la carte contre le métal frais. Un déclic faillit le faire sursauter, et la porte s'ouvrit lentement dans un soupir. À l'intérieur, un corridor de pénombre. Les bruits de la ville s'évanouirent complètement, remplacés par le rythme des battements de son cœur. Il se faufila dans la semi-obscurité, le long de murs où étaient fixées d'antiques affiches de championnats oubliés, de photos sépia dont les souris ressemblaient à un écho d'une ère disparue. Un couloir, puis une volée de marches étroites qu'il descendit, une main glissant sur la rampe de bois râpeux, l'autre crispée sur la carte, comme si elle avait le pouvoir de le guider. L'entrepôt s'ouvrit sur une vaste salle, souterraine, immense, à peine éclairée par des néons suspendus. Là, un terrain était tracé à la chaux sur un sol de terre battue. Il n'y avait pas de gradin, pas de siège et aucun murmure. Juste le rectangle blanc, solitaire, et des silhouettes, en manteau sombre, qui se massaient en cercle autour des lignes du terrain, sans un mot, sans un applaudissement. L'atmosphère était tendue, empreinte d'une vérité ancienne, pleine d'électricité contenue. Eliane sentit un frisson courir dans son dos. Deux équipes se faisaient face. Pas d'uniforme criard, pas de logo flamboyant. Les joueurs portaient des vêtements sobres, presque anonymes, ponctués seulement, pour certains, d'un brassard, d'un bandeau, d'un simple foulard à la ceinture. Un vieil arbitre, aux épaules minces mais au regard acéré, s'avança et leva un bras. Le silence, déjà dense, parut soudain vibrant, chargé d'une attente que personne n'aurait pu briser. Le coup d'envoi retentit, mais aucun sifflet ne fut utilisé. Un hochement de tête, imperceptible, et le ballon roula sur la terre battue. Le jeu s'anima. Eliane, sidérée, observa la danse muette des joueurs. Tout était plus subtil, plus intense, chaque passe, chaque interception, chaque course, exécutée avec une précision presque sacrée.
Les regards se croisaient, s'interrogeaient, s'avertissaient. Nul besoin de parler. Tout se disait dans la manière de courir, dans la tension d'un muscle, dans l'inclinaison d'une épaule. C'était de la poésie pure, sans spectateurs, uniquement pour eux-mêmes et pour le jeu. Eliane fut tenté, l'espace d'un souffle, d'applaudir une passe magistrale, mais il croisa le regard d'un vieil homme dans la pénombre, dont la main reposa calmement sur ses lèvres, signe muet d'observer et de respecter le silence. Au fil des minutes, Eliane comprit. Ici, nul ne venait chercher la gloire ou l'argent. Il n'y avait pas de cris, pas de bannières, pas de trophées dorés. Seul comptait le respect du jeu, l'esprit pur d'un football rendu à sa vérité la plus essentielle. Un joueur tomba, l'autre lui tendit la main, le releva sans ostentation. Sous le regard des ombres, tout semblait grave et beau, une cérémonie tenue à l'écart du monde, jalousement gardée. Lorsque le match prit fin, sans score affiché, sans acclamation, les deux équipes se saluèrent d'un geste précis, respectueux. La main sur la poitrine, le visage baissé. Puis les joueurs disparurent dans l'ombre, se fondant à la foule discrète. Il sentit alors une présence à ses côtés. Une jeune femme à la silhouette souple l'observait, ses yeux d'un gris perçant au milieu de traits sérieux, presque durs. Elle portait une écharpe rouge nouée autour du bras. « Tu as failli briser le cercle », murmura-t-elle, un faible sourire flottant à la commissure de ses lèvres. Ici, le silence et la vraie ovation. Eliane baissa les yeux, honteux. « Je suis désolé. J'ai été émerveillé. Je n'ai jamais rien vu de tel. » La jeune femme l'examina, comme pour jauger la sincérité de ses mots. Elle paraissait détendue et sur ses gardes à la fois, tout dans sa posture révélant l'habitude de jouer à la lisière du danger. Peu d'étrangers atteignent ce lieu, poursuivit-elle. Comment as-tu trouvé le chemin ? Eliane lui tendit la carte. Elle la prit, la retourna, y chercha une inscription secrète. Ce n'est pas une carte, dit-elle doucement. C'est une invitation. Il fut surpris. Il ne savait pas que la carte était porteuse d'un tel sens. Il voulut demander qui la lui avait donnée, mais elle lui rendit l'objet d'un geste sec. Ici, tout le monde a sa place, tant qu'il honore l'esprit, affirma-t-elle simplement. Viens avec moi. Elle le mena sur la périphérie du terrain, dans une alcôve faiblement éclairée. Là se trouvaient d'autres hommes et femmes, groupés en cercle, échangeant à voix basse des paroles brèves, ciselées. Ils l'observèrent, certains méfiants, d'autres curieux, puis esquissèrent un salut qu'Eliane comprit comme une acceptation provisoire. La jeune femme présenta Eliane. Il a franchi la porte, souffla-t-elle. C'est un témoin. Peut-être plus. Un vieillard au dos voûté, les cheveux blanchis, planta dans ceux d'Eliane un regard d'acier. Le silence ne protège que ceux qui savent l'écouter, dit-il. Sauras-tu garder la mémoire de ce que tu as vu ? Eliane sentit peser sur ses épaules la gravité de l'instant. J'ai compris, répondit-il. Le vieillard hocha la tête, puis se pencha en avant, les mains jointes. Nous sommes la Ligue des Ombres, Eliane. Depuis des générations, nous veillons sur la flamme du jeu. Ce que le monde appelle football n'est que l'ombre de la vérité. Ici, la beauté du geste précède la victoire, la loyauté prime sur le spectacle. Eliane sentit une vague de respect l'envahir. Il avait entendu parler, enfant, de sociétés secrètes, de ligues oubliées, mais jamais il n'aurait cru qu'elles survivaient réellement dans ces replis discrets de la ville. La jeune femme s'empara alors d'un carnet noir, usé, où s'entassaient des feuilles couvertes d'écritures serrées. Les joueurs que tu as vus aujourd'hui sont les descendants directs de ceux qui posèrent les premières règles, murmura-t-elle. Nos familles ont transmis ces savoirs, ces valeurs, de père en fils, de mère en fille. Mais, poursuit-elle, le danger gronde. Certains rêvent d'utiliser l'esprit pour autre chose. Elle lança un regard sombre vers les ombres du couloir. Depuis quelque temps, d'autres cercles clandestins ont fait leur apparition.
Ceux-là n'ont que faire de l'esprit. Ils cherchent le pouvoir, la domination. Ils veulent manier la foule, enflammer les passions, contrôler la ville à travers le jeu. Eliane sentit une peur sourde se glisser en lui. La magie, la force mystérieuse qu'il avait effleurée lors de ce match silencieux, pouvait donc être pervertie, manipulée? Le vieillard reprit, d'une voix grave. Nos adversaires ne portent pas de nom. Ils avancent masqués, secrets comme nous, mais leurs intentions sont noires. Ils cherchent à conquérir la ville, à transformer le jeu en arme. La jeune femme s'agenouilla, fouilla dans une vieille malle et en sortit un ballon, d'apparence ordinaire, fatigué, recousu à plusieurs endroits. Elle le tendit à Eliane. Il le prit entre ses mains. À son contact, quelque chose frémit au creux de sa paume. Une vibration très faible, mais que seul un initié pouvait percevoir. Les vrais ballons ne mentent pas, souffla-t-elle. L'esprit y demeure, infime mais éveillé. Soudain, dans un recoin de la salle, un cri bref, étouffé, monta. Un jeune garçon, qui surveillait la porte, fit irruption en courant. Ils sont là. La tension gagna aussitôt l'assemblée. D'un mouvement fluide, les membres de la Ligue se dispersaient dans l'ombre, dissipaient toute trace de leur présence, dissimulaient les objets compromettants. La jeune femme saisit Eliane par le bras, l'attira vers une issue dissimulée. « Ne dis pas un mot, murmura-t-elle. Quoi qu'il arrive, suis-moi. » Ils s'enfoncèrent dans un couloir tortueux, jusqu'à déboucher dans une petite cour pavée, masquée par des buissons épais. Là, quelques silhouettes menaçantes les observaient en silence. L'une d'elles s'approcha. Elle portait une veste sombre, un brassard pourpre, et tenait en main un petit carnet débré d'un sigle trop propre pour évoquer l'ancien temps. Elle jaugea Eliane, puis jeta un regard dédaigneux à la jeune femme. Cachée dans l'ombre, comme toujours, souffla la silhouette. Mais ce soir, c'en est fini du secret. Montre-nous ce que tu sais. La jeune femme resta droite, un éclat farouche allumé dans les yeux. Vous ne prenez que ce qui brille, mais c'est le feu qui brûle le plus longtemps, répliqua-t-elle. L'homme siffla, un demi-sourire cruel. Autour d'eux, ses compagnons resserrèrent discrètement le cercle. Eliane sentit le vieux ballon dans sa paume pulser encore, plus fort. Instinctivement, il le pressa contre lui. La jeune femme recula, tendit sa main à Eliane et, d'un mouvement soudain, frappa la balle du plat du pied. Une fraîcheur souterraine enveloppait Eliane alors qu'il cheminait dans les profondeurs scellées de l'ancien stade, là où la lumière du jour ne se hasardait plus depuis des décennies. Il avait d'abord franchi les portes rouillées, seul, armé d'une lampe vacillante, plus par habitude que par nécessité. L'air charriait le souvenir d'herbes mouillées, de sueur et de rêves évanouis. Sous ses pas crissaient les graviers mêlés aux vestiges de confettis, de billets froissés porteurs d'encres effacées. À chaque couloir, chaque gradin effondré, il sentait croître la présence mystérieuse et familière, ce point définissable selon lequel tout stade vit, même abandonné. En bas, bien plus bas que les loges VIP où s'étaient nichés autrefois les puissants, Eliane longea un tunnel étroit. Les murs suintaient la mémoire et s'ornaient de fresques à demi effacées par des années d'humidité et d'oubli. Des éclats d'écharpes rouges, de mains levées, de regards gouailleurs, d'union et de défaite. Ici palpitaient les légendes muettes des supporters qui, sans jamais fouler la pelouse, étaient l'âme même du jeu. Son objectif n'était pas de déranger les morts, mais de négocier avec eux. La rumeur s'était propagée jusqu'à lui, portée par un vieux gardien fatigué qui avait autrefois veillé aux portes fermées de ce lieu mythique. Dans cette nécropole du football, ceux qui, fervents, avaient vibré trop fort, étaient restés coincés entre deux mondes. Il hantait encore les gradins d'ombre, clamait à voix basse l'exigence d'un football pur, non corrompu par l'argent, la triche, le manque de ferveur. Eliane murmurait leurs chants sans trop en saisir le sens. Une fois, encore une fois, c'est le cœur qui marquera. À chaque répétition, il sentait quelque chose se lever, lentement, d'abord comme le souffle froid d'une marée nocturne,
ensuite comme un bourdonnement dans l'air. Lentement, l'obscurité gagna en densité. Devant lui, un escalier recouvert d'algues descendait encore plus profond, comme la gorge d'un géant englouti. Éliane hésita, mais la certitude que, là au bout, se trouvait la clé de la passion retrouvée le força à continuer. Il écarta la porte fendue d'une pièce autrefois réservée au stockage, désormais maculée de graffitis où des initiales s'emmêlaient au nom de clubs oubliés. Une pénombre presque liquide emplit l'espace. Éliane s'assit, sentant la dalle froide sous lui, et ferma les yeux. Il rappela à lui ce qu'il venait chercher, non comme un voleur, mais comme celui qui supplie au nom d'autrui. Il se rappela les visages déçus de ses amis, leur silence pas tout à fait résigné devant les matchs ternes. Les stades vides en pleine crise, les banderoles effacées, les enfants qui n'apprenaient plus à rêver en frappant dans un ballon. Ce soir-là, Éliane était porteur d'une supplique ancienne et moderne à la fois. « Peux-tu nous entendre, peuple des tribunes ?» pensa-t-il. Sa voix intérieure était fragile, mais il la sentait s'amplifier dans ce silence si dense qu'il hennissait aux tempes. Il resta là longtemps, inspirant au rythme de l'ancien stade, sentant l'odeur de poussière et d'herbe morte remplir ses narines, jusqu'à ce qu'enfin, il distingue des bribes. Un souffle d'abord, râpeux, puis comme un lointain râle d'accordéon, un tintement de clochette et, bientôt, une infinité de voix murmurées, si nombreuses qu'elles formaient un bourdonnement sourd. Éliane entr'ouvrit les yeux. La pièce était transfigurée. Partout où ses regards se posaient, des silhouettes pâles se dressaient à demi dans la pénombre. Impossible de dire si elles étaient réelles, spectrales ou le simple fruit de la fatigue. Elles portaient des écharpes usées par le temps, des bonnets décolorés à pompons, parfois des vestes trop larges, comme prêtes à affronter les vents de novembre. Toutes respiraient l'attente, la ferveur inemployée. Toutes avaient les regards tendus sur lui, chargés de siècles de rêves inaboutis. Une très vieille femme s'avança, son visage ridé plissé d'un sourire doux. Elle tenait à la main un mégaphone rouillé, comme le sceptre d'une reine déchue. Derrière elle, un adolescent sans âge agitait une clochette, et un homme massivement bâti étreignait dans ses bras une caisse en bois pleine de chansons tractées. Un immense silence suivit cette apparition. La voix de la vieille femme s'éleva, fluide comme l'eau noire des catacombes. « Que veux-tu, vivant, à troubler notre veille ? Les rêves ici ne palpitent plus que dans les ombres. Les promesses du stade ne tiennent plus. » Éliane trembla, mais refusa de baisser les yeux. Il sentait que tout se jouait dans ce regard. Sa voix, pourtant basse, résonna étrangement forte. « Le football est malade, madame. Dehors, le feu ne prend plus, la passion s'éteint. J'ai vu des enfants qui n'ont jamais appris à vibrer pour un but inattendu. J'ai vu des adultes qui n'attendent plus jamais rien d'un soir d'été. C'est pour eux que je viens. Nous avons besoin de vos chants, de votre foi, de cette lumière ancienne qu'on disait irréversible. Montrez-leur. Apprenez-moi. » Il croisa alors des centaines de regards, tantôt rieurs, tantôt graves, flottant entre compassion et défiance. Une vieille clameur, celle qu'on entend dans les stades les soirs de tempête, vibra d'abord à peine perceptible comme le ronflement d'un vieux moteur. Puis, alentour, la brume sembla pulser. Le garçon à la clochette fit danser l'air, le costaud à la grosse caisse laissa tonner un rythme grave. Des échos entrechoquèrent les pierres épaisses et Éliane sentit la chaleur d'un millier de présences, avec leurs odeurs mêlées de bière et de frites, de pluie et d'encre de banderoles. Il ne comprenait pas encore très bien ce qui se tramait, mais tout son être battait désormais au tempo d'une grandeur ancienne. La vieille femme posa la main sur l'épaule d'Éliane. Alors, sous les arches érodées, jaillit un chant. Pas un chant articulé, mais un cri, venu des abysses de la mémoire collective. Un cri de supporters perdus, immense et terrible, dont les notes brisées portaient la saveur du passé et du futur entremêlés. La déception d'un tir raté, l'extase d'un but inattendu, l'angoisse des arrêts de jeu, la foi renouvelée dans l'irrationnel. Bientôt, ce cri souterrain dépassa les murs.
Il traversa la matière, les couches de béton, les années d'oubli. Il contourna la rouille, la moisissure, remonta sous le tapis d'herbes mortes, secoua la poussière de sièges délabrés, fila dans les égouts, se glissa dans chaque interstice du vieux stade et finit par franchir le seuil interdit du dehors. Là, dans la ville assoupie, ce cri, ce chant, devint presque audible au-dessus du bourdonnement ordinaire de la nuit. Les réverbères grésillèrent, les chiens dressèrent l'oreille, une brise caressa les feuilles mortes. Puis, comme par hasard ou par nécessité, ce cri monta plus haut, grimpa sur les toits, voyagea de rue en rue, de quartier en quartier, franchit les rivières et les ponts, les collines et les tunnels. Rien ne pouvait l'arrêter. Il se faufila dans les chambres assoupies, prit place au creux des rêves d'enfants perdus, souffla sur les cœurs endormis. Dans la chambre d'un petit garçon, une figurine de footballeur vacilla sur son étagère. Dans la ruelle d'axe en grave côté, 2 ados qui rebondissaient à un vieux ballon crevé s'arrêtèrent, le visage levé. À l'autre bout de la ville, un groupe d'amis se souvint brusquement du plaisir d'improviser un match dans la lumière dorée d'un parking déserté. Partout, l'étincelle se ralluma, fragile mais tenace. Dans le stade désert, Eliane sentit le souffle retomber. Il rouvrit les yeux. Les supporters perdus, désormais, formaient un cercle autour de lui, leurs visages illuminés d'une lueur étrange. La femme au mégaphone s'inclina, les paupières refermées sur des secrets paisibles. Le garçon à la clochette esquissa un clin d'œil. Le costaud battit une dernière fois sa caisse, et dans cette note finale, Eliane comprit que quelque chose venait d'être redonné au monde. « Tu as réveillé nos voix », murmura la vieille femme. Mais la lumière n'appartient jamais qu'à ceux qui la transmettent. Il acquiesca, reconnaissant. En remontant lentement les escaliers vers la surface, Eliane sentit, à chaque pas, le chant sourdre à travers lui. Au sortir du tunnel, l'air du soir, chargé d'une vitalité nouvelle, s'élançait en tourbillon. Le ciel semblait moins lourd, le stade moins abandonné. Il marcha longtemps, les oreilles bourdonnantes, le cœur gonflé d'un souffle qui n'était plus seulement le sien. Partout dans la ville, dans les villages alentours, les radios, les souvenirs, les anciens téléphones reprenaient à la cantonade ce chant, désormais universel, échappé des profondeurs du passé. Dans les caves et salons, des supporters endormis se redressaient, se frottaient les yeux, se demandaient si un nouveau match n'avait pas commencé, comme un miracle. Les murs vibraient de refrains appris dans l'enfance. Un gardien à la retraite caressa, ému, une vieille photo où il souriait sous un maillot que le temps avait terni. Dans l'obscurité, la rumeur s'épaississait, plus dense et émouvante à chaque minute. En ce soir étrange, sans qu'aucun match ne soit à l'affiche, des groupes se formèrent dans les rues, au gré des rencontres. Quelques-uns prirent un ballon, improvisèrent un terrain entre 2 lampadaires, renouèrent avec les règles oubliées du jeu d'avant. Soudain, tout le monde criait, riait, pleurait, comme jadis. Le terrain était baigné d'une lumière étrange, pâle et vibrante, comme traversée de souvenirs. Le public retenait son souffle, mais un silence sacré semblait peser sur l'herbe verte, coupant le stade du vacarme du monde. Eliane avançait au centre, les épaules droites, le regard brûlant d'une confiance nouvelle. En face, Kael attendait. Son uniforme noir luisait, son brassard de capitaine scintillait sous la lune. Un instant, leurs regards se rencontrèrent, et dans ce croisement se dessina toute l'histoire d'un duel dont l'écho résonnerait bien au-delà du match. À la première passe, le monde bascula. Le ballon roula, léger comme un souffle, et l'espace entre les joueurs se transforma. Autour d'eux, le public, soudain, semblait flou, irréel, et dans la course d'Eliane vers la sphère blanche, des ombres se glissèrent, les spectres des géants d'autrefois. Voici Pelé, silhouette bondissante, effleurant la pelouse d'un extérieur du pied qui défiait la gravité, puis Maradona, corps tendu dans une feinte inimitable, vibrionnant, comme si sa cheville dessinait de la lumière. Eliane perçut ces courants contraires, ce tumulte de génie,
et sentit ses muscles habités d'une force inconnue. Kaël, de son côté, avançait à pas lents, pesé, comme s'il écoutait le silence et jouait avec. Il était le roc, l'obstacle, l'adversaire suprême. On aurait dit qu'il pressentait les déplacements d'Eliane avant même qu'ils n'aient lieu, anticipant les gestes, effleurant parfois le ballon d'un tacle propre et presque invisible. Autour de lui, d'autres ombres s'approchaient, Beckenbauer glissant pour couper la trajectoire, des éclairs émanant des pieds de Zidane, des bras levés, pivot sublime, orchestrant l'espace à sa guise. La bataille se jouait moins sur le rectangle de pelouse que dans les lignes du temps. À chaque échange, une bribe de souvenirs émergeait. Le Maracana illuminé, la nuit où Pelé devint roi. Les larmes de Naples lorsque Maradona leva la coupe, la main tendue du maestro Zidane sous la pluie de Berlin. Eliane sentait tout cela pulser dans son corps, comme une mer ancienne, et dans chaque pas il traçait un fil entre ces époques. L'air lui sembla chargé d'une énergie tempétueuse, mélange de nostalgie et d'espoir. Kaël, implacable, portait sur son visage la marque du capitaine. Nul sourire, juste une volonté froide, pure, taillée dans la roche du doute et du poids de la responsabilité. Lorsqu'Eliane tenta une feinte que lui-même ne connaissait pas, Kaël répondit par une contre-feinte, une légère pression du bras, un déplacement subtil des hanches, et soudain, le ballon disparut sous sa semelle. Il leva les yeux, cherchant Eliane, et souffla un mot inaudible, mais lourd de sens. C'était le respect, l'appel au duel. Alors, le stade disparut vraiment. Les gradins s'effacèrent. Ne restait que l'herbe, les lignes blanches, et ce cercle magique dans lequel Eliane et Kaël dansaient. Deux solitudes qui se jaugeaient dans l'instant suspendu. Eliane sentit la densité du temps, la présence de tous les joueurs disparus veillant sur eux, sur ce moment unique où un duel pouvait devenir légende. Il pressa les doigts sur la paume de sa main, ressentant la moiteur de l'effort, la fièvre qui montait en lui. Il savait ce qu'il avait à faire, ne pas fuir, ne pas reculer. Se livrer tout entier à cet instant. Un brouillard léger glissa sur le terrain, chargé d'éclats dorés, et voici que Pelé posait une main sur son épaule. Ce n'était pas un rêve. C'était la mémoire qui s'incarnait, le souffle du jeu dans sa plus pure noblesse. « Joue », semblait-il dire. « Ose ce que je n'ai pas osé. » Fort de cette impulsion, Eliane fit glisser le ballon entre ses pieds, retrouvant ce geste souple appris enfant sur les terrains usés de son quartier. Le public, était-il toujours là? Semblait retenir son souffle à travers les âges. Kaël attendit la faute, tenta de saisir le rythme, mais Eliane improvisa. Il accéléra, ralentit, pivota, puis à la dernière seconde, laissa filer la balle sur l'extérieur, la caressant du bout de la chaussure. Le passé surgit alors plus fort. Maradona, ballon collé à la cheville, défiant des adversaires invisibles, surgit dans le brouillard, encourageant Eliane d'un clin d'œil mutin. « Fais-toi confiance », murmurait-il. « Crée ton moment. » Le cœur d'Eliane battait plus vite, à l'unisson de la pulsation ancienne des stades mythiques. Mais Kaël était déjà revenu. Son pas régulier, lourd, taillé pour la solidité, son génie défensif, rappelait Beckenbauer, qui semblait lui souffler à l'oreille. Sois mûr, analyse, attends le bon moment. Les deux étaient désormais plus que des joueurs. Ils étaient porteurs d'histoire, héritiers des gestes éternels. Leur souffle se mêlait à ceux des fantômes du jeu. Leur regard, percé d'éclairs, cherchait les failles non dans la défense physique, mais dans la volonté de l'autre. Et la partie s'enflamma. Les passes s'accélérèrent, rebondissant d'un pied à l'autre. Parfois le ballon filait hors de la dimension du temps, paraissant glisser dans un autre monde, celui de la beauté pure. Ailleurs sur le terrain, d'autres joueurs s'agitaient, mais aucun n'osait troubler le cercle du duel. Spectateurs et acteurs, ils observaient ce ballet sacré. À chaque passe, à chaque dribble, la tension grandissait. Eliane fit mine de partir à droite, enjamba le ballon, aussitôt Kaël ferma la porte. Mais Eliane, dans un élan de folie,
tenta un sombrero qui fit surgir, l'espace d'un instant, la silhouette flamboyante de Zidane qui lui sourit derrière la brume. Courage, Eliane. C'est ainsi qu'on écrit sa propre histoire. Kaël, surpris mais pas vaincu, recula d'un pas, évaluant la nouvelle situation. Il sentait que quelque chose basculait, que la fatalité de l'instant brisait les chaînes du destin réglé. Les clameurs des supporters se mêlaient aux murmures du passé. Les deux garçons n'avaient plus d'âge ni de nom, ils étaient l'incarnation de tout ce qu'on avait aimé, admiré, espéré dans le football. Sous leurs semelles, le sol tremblait. Des éclats de souvenirs continuaient d'émerger, le marquage au fer rouge de victoires et de défaites, de gestes d'artistes qui redonnaient sang à l'éphémère. Les minutes s'étiraient, suspendues, comme dans ces rêves où l'on sait qu'à chaque mouvement, tout peut s'effondrer ou se sublimer. Eliane sentit alors une douleur, minuscule mais persistante, dans la cheville. Instinctivement, il ralentit, cherchant dans la mémoire des champions une façon de surmonter l'obstacle. Pelé, Maradona, Zidane, tous avaient connu la souffrance. C'était partie intégrante de la grandeur, ne jamais céder, même au bord de la rupture. Kaël, avisé, vit la faiblesse, s'avança d'un pas charnu, mais ne frappa pas. Son regard s'adoucit une seconde, comme s'il respectait la volonté d'Eliane autant qu'il craignait de gâcher la beauté du combat. Ce geste, Eliane le capta au fond de lui. Le vrai duel était ailleurs, non dans la victoire, non dans la défaite, mais dans cette rencontre avec soi-même, avec tous les autres qui avaient porté le même rêve, la même promesse de dépassement. Eliane se redreça, serra les dents. Il canalisa toute l'énergie des ombres qui l'entouraient. Le stade vibrait, non pas de bruit, mais d'un chant ancien, celui des soirs de finale, lorsque l'on sent que tout est possible, que l'injustice n'existe plus, que le beau geste surpasse le résultat. D'un pas hésitant, il se rapprocha du ballon. Kaël fit de même. À ce moment précis, le passé et le présent s'alignèrent, comme si tous les instants décisifs de l'histoire du football convergeaient sur ce geste. Eliane leva les yeux, croisa ceux de Kaël. Il lut dans leur profondeur une forme de paix, la certitude que, quoi qu'il arrive, il serait à jamais lié par ce duel. D'un mouvement fulgurant, puisé dans la totalité de son être, Eliane s'élança. Il feinta à gauche, attira Kaël, pivota et laissa partir le ballon d'un extérieur du pied, dans une direction que lui-même ne connaissait pas. Il se lança à la poursuite, le cœur au bord des lèvres. Kaël réagit trop tard. Pour la première fois, il sembla humain, séparé des ombres qui le guidaient. Le public, comme réveillé d'un long sommeil, exhala un rugissement ancien. Eliane avançait, seule, dans ce corridor de lumière tracé par l'exploit. Mais ce n'était pas fini. Kaël, par orgueil ou par honneur, se redressa, sprinta. Leur foulée était désormais jumelle, dictée par quelque chose de plus grand qu'eux. Arrivé tout près de la surface de réparation, Eliane sentit la dernière menace du capitaine. Une main sur l'épaule, une pression qui lui demandait « Jusqu'au bout es-tu prêt à tout donner ?» Eliane répondit par l'action. Il frappa, non pas d'un tir violent, mais d'une frappe caressée, une offrande plus qu'une tentative. Le ballon s'envola, effleurant le temps, le rêve, la gloire. Et dans ce vol, tous les échos des gestes passés se mêlèrent, unis pour l'éternité. La sphère blanche rencontra la lucarne, le filet trembla, et le stade sortit de sa torpeur. Il n'y eut pas d'explosion de joie, ni de triomphe tapageur. Seulement ce miracle silencieux, ce frisson qui disait « Ici, à cet endroit, le football est né une seconde fois ». Eliane tomba à genoux, épuisée, offert à la nuit. Kaël s'approcha, le releva d'une tape fraternelle. Ce n'étaient plus deux adversaires, mais deux fragments d'une même légende. Derrière eux, les ombres de Pelé, de Maradona, de Zidane s'effacèrent lentement, leurs sourires complices comme la promesse d'un rêve à transmettre. Eliane avançait prudemment dans l'obscurité,
une obscurité qui semblait respirer autour de lui comme une créature endormie, saturée de souvenirs oubliés. Ses pieds nus touchaient la pelouse tiède qui tapissait le sol, et de lointains échos de chants, étouffés comme des souvenirs depuis longtemps évanouis, flottaient par instants à la lisière de son ouïe. Il avait traversé forêts, stades abandonnés, sables que le vent sculptait à l'infini, suivi la lueur d'anciens fanions et surmonté vent et tempête, sans jamais perdre la fidèle certitude de l'objectif. Mais à présent, il n'avait plus de repères. L'air semblait suspendu et, partout, la nuit, gigantesque, s'enroulait sur elle-même. Au centre de cette vaste obscurité se trouvait une sphère immense, posée sur rien, mais si lourde de sens qu'Eliane eut du mal à reprendre son souffle. Elle semblait faite de toutes les couleurs du monde, irriguée par des veines de lumière et des éclats d'or. À mesure qu'il s'approchait, il ressentait dans ses pieds, dans ses mains, une étrange vibration, une pulsation très ancienne, comme le battement d'un cœur sous le cuir épais et craquelé de l'univers. Il était arrivé là, jusqu'au cœur du ballon originel, fruit du rêve ou vestige de la première partie jamais jouée. Il tendit doucement la main et, au moment où ses doigts touchèrent la surface vivante du ballon, une bouffée de souvenirs le submergea. Il vit, en une étincelle, des terrains flottants sur l'eau, des enfants courant pieds nus dans la poussière orangée du couchant, des peuples entiers réunis autour d'un cercle parfait tracé à même le sable ou la neige. Il sentit des joies incommensurables, des scores qui n'avaient de sens que pour les joueurs eux-mêmes, la complicité muette des regards, la force franche des rivalités passées et dépassées. Tout cela, dans une seconde d'éternité. Puis la surface du ballon eut le frémissement d'un souffle, et Eliane vit à travers une brèche de lumière une silhouette se former, haute, évanescente, vêtue de voiles oscillants comme des filets de brouillard. Elle n'avait ni visage, ni âge, ni sexe, et pourtant sa présence s'imposait avec la douceur d'une certitude. La voix qui s'éleva semblait tissée de milliers de voix différentes, anciennes et jeunes à la fois. Elle était l'oracle du but perdu. Eliane sut qu'il n'était pas question de poser des questions. Il lui fallait seulement écouter. Sa gorge était sèche, mais il s'agenouilla presque sans s'en rendre compte, le regard rivé sur cette entité qui flottait à quelques pas, ou à une éternité de lui. « Depuis longtemps tu voyages, Eliane, murmura l'oracle, et tu cherches un but, celui que tous ont cru perdre. » Sa voix n'était pas un écho de la sienne propre, mais plutôt celui du monde entier, du souffle retenu du public au bord d'un exploit, du murmure confus des villages s'endormant après la fête. C'était à la fois rassurant et inquiétant. « Pourquoi personne ne se souvient-il du but perdu ?» demanda Eliane, surpris que sa voix puisse sortir. L'oracle sourit. Eliane sentit le mouvement sans le voir. Parce qu'un but n'est jamais ce qu'il semble être. Chaque but, dans chaque partie, efface et prolonge le souvenir du précédent. C'est ainsi que naît la légende, pas dans la réussite ou l'échec, mais dans l'élan qui se transmet d'un rêve à l'autre. Autour d'eux, la pelouse s'illumina brièvement. Des silhouettes de joueurs fantômes tracèrent des arabesques fugaces sur la surface du ballon, reconstituant 1000 phases de jeu, de la plus anodine à la plus inattendue. Des buts, innombrables et oubliés, se succédaient à une vitesse vertigineuse, sans que Eliane ne puisse en retenir aucun. « Mais quel est alors le vrai but ?» demande-t-il. L'oracle posa une main translucide sur ce qu'aurait pu être son propre cœur. Le football n'est pas un sport, Eliane. C'est la mémoire de l'humanité qui rêve ensemble. Eliane sentit une vague de perplexité l'envahir. Il savait la puissance de certains rêves, connaissait la force d'un but partagé, mais il n'avait jamais envisagé que le football puisse transcender ainsi son essence. « Une mémoire » répéta-t-il à voix basse. « Oui, » reprit l'oracle. Chaque personne qui pose un ballon à ses pieds, chaque spectateur qui retient son souffle, chaque espoir, chaque défaite ou victoire. Tout cela s'écrit dans la mémoire universelle. C'est un rêve collectif, composé de petits fragments d'enfance, de promesses d'adultes, de souvenirs que chacun porte au fond de soi. Et c'est cela, le but perdu. Ce n'est pas un point sur un tableau, ni une gloire éphémère.
C'est le rêve que tous poursuivent, consciemment ou non, chaque fois que la balle roule au sol. Des images surgirent alors derrière l'oracle, comme des feux follets. Un père et son fils sur un terrain vague, une vieille femme resserrant les doigts sur un ballon tout râpé, des cris de joie, des larmes silencieuses, tant d'instants fugaces, invisibles sous les projecteurs, pourtant indispensables à cette légende. Pourquoi l'avoir appelé « perdu » ? Un frémissement traversa l'air, comme si le ballon lui-même soupirait. Parce qu'aucun rêve n'est tout à fait atteignable. Dès qu'un but est inscrit, dès qu'un rêve s'accomplit, il devient le point de départ d'un nouveau rêve. Le but perdu n'est ni la victoire absolue, ni le souvenir d'une défaite. Il est le fil conducteur qui relie tous les joueurs, d'avant et de maintenant, les fous de ballon et ceux qui ne l'ont touché que l'espace d'un instant. Il avance, s'efface, revient, et c'est cela qui donne au football sa magie. Elian resta silence. Il sentait dans son propre cœur battre un écho du ballon originel. Ce n'était pas la gloire personnelle qui importait, mais plutôt le fait de participer à ce rêve plus vaste, partagé par tant d'êtres à travers les âges. Et ceux qui oublient, demanda-t-il enfin, ceux qui ne voient plus dans le football qu'une compétition, un enjeu, une affaire d'orgueil? L'oracle eut un sourire triste. L'espace d'une seconde, ses traits semblèrent se multiplier, comme si 1000 visages différents affleuraient à la surface de cette entité faite de souvenirs, de poussière d'enfance et d'espoirs égarés. « Aucun rêve collectif n'est jamais parfaitement perçu, » répondit-elle. « Certains voient le jeu, d'autres la beauté de l'instant, d'autres encore ne voient qu'un écran ou un marché. Mais dans leur cœur, même le plus cynique, subsiste une miette du rêve d'origine. Un souvenir d'enfant, une nuit où la lune éclaire un terrain improvisé, la sensation irrépressible de la balle qui roule. Même s'ils l'oublient, le rêve travaille en eux, en silence, et parfois il ressurgit, au détour d'un sourire ou d'un mouvement pur. Elian sentit alors se dissoudre en lui le poids des attentes, de la quête frénétique du but parfait, de la gloire qui ne dure jamais. Ce qu'il avait cherché, ce but perdu, n'était pas un point concret, mais une expérience à vivre, une mémoire à transmettre. Peut-être n'y avait-il là aucune tristesse, ou bien la douce certitude que les rêves ne meurent jamais vraiment, même lorsqu'ils semblent s'effacer. L'oracle fit alors un geste circulaire, et tout autour d'eux, des voix commencèrent à s'élever. D'abord à peine un murmure, puis un chœur, comme un vent chaud qui rassemble l'herbe couchée. Des chansons de tribune, inventées sur l'instant, des ritournelles guerrières d'enfants, des cris d'encouragement, de détresse ou de joie. Tout se dissolvait et se recomposait à l'infini. « Regarde » murmura-t-elle, et Elian vit alors le terrain du ballon s'ouvrir pour lui montrer une multitude d'histoires. Un adolescent frappant la balle contre un mur de briques pour échapper à la solitude. Un groupe de femmes qui jouent la nuit parce que le jour leur est interdit. Un vieil homme qui vient chaque dimanche s'asseoir sur le banc d'un stade désert, regarder, le regard perdu, le terrain silencieux. Il vit aussi des joueurs professionnels, écrasés de pression, à la recherche de cette pureté enfuie, et des foules frémissantes, suspendues à la trajectoire d'un tir. Tous rêvent ensemble, conclut l'oracle, même s'ils l'ignorent. Leur mémoire commune bâtit, nuit après nuit, le ballon originel dont tu portes désormais la trace. Elian sentit soudain, sous sa peau, sous sa cage thoracique, une vibration nouvelle. Il comprit qu'il ne s'agissait plus de savoir, mais d'accepter de porter en lui une part du rêve collectif. Le ballon, sous ses doigts, devint brûlant. Des filaments de lumière montèrent jusqu'à ses avant-bras, traversant son corps avec une douceur électrisante, empreinte de gratitude et de promesses. L'espace autour de lui sembla se dissoudre alors que l'oracle étendait ses bras sans os et que la nuit s'éclairait de l'intérieur. « Tu es prêt, Elian. Tu peux rentrer maintenant. Mais n'oublie pas, tu n'es ni gardien, ni buteur, ni simple spectateur. Tu es l'un des porteurs de la mémoire du rêve. Transmets-le. Fais-le vivre, même si tu doutes, même si tu trébuches, même si tu perds le fil.
car ce fil, personne ne peut jamais vraiment le rompre. Le ballon originel disparut lentement dans une brume d'or et de souffle chaud, et l'oracle, avec lui, effaça les traces de sa présence. Autour d'Éliane ne subsistait plus que la sensation étrange d'avoir été, l'espace d'un instant, en dehors du temps, à la croisée de tous les rêves. Quand la lumière faiblit, Éliane sentit son corps flotter, comme abandonné au courant d'une rivière souterraine. Il perçut la douceur du vent sur son visage, la chaleur d'un soleil qu'il n'avait pas vu se lever. Et, en ouvrant les yeux, il se trouva sur une pelouse familière, à la lisière du matin. Les premières lueurs allumaient dans l'herbe 1000 reflets de rosée, presque irréels. Autour de lui résonnaient, ténus mais persistants, les restes du cœur de l'oracle, ce cœur fait de toutes les voix du monde. La lumière étrange de l'aube s'étire sur le terrain, déposant sur les brins d'herbe perlants de rosée une iridescence presque irréelle. Depuis la veille, la plaine semble fondue dans l'attente, gonflée du souffle invisible des siècles. Les gradins de fortune, hâtivement assemblés par les nations réunies, sont noirs de monde. Des langues inconnues s'y mêlent aux applaudissements, aux chants rituels et à un étrange silence qui bruisse sourdement derrière chaque voix, comme si chacun savait que ce jour ne ressemble à aucun autre. La coupe des origines. Depuis des âges, ces répliques sommaires n'en étaient que des éphémères reflets. Aujourd'hui, la véritable coupe, sacrée et redoutée dans la légende, a été tirée de son repos sous l'arbre du commencement. Son socle d'opale fend la lumière avec des éclats mouvants. Le vent qui file entre les tribunes la fait chanter très bas, une vibration venue du fond de la terre. Éliane se tient seule, les mains jointes sur les genoux, la tête inclinée. L'immense poids du moment lui assombrit le cœur. La veille, il a veillé plus tard que tous les autres, le regard fixé sur les étoiles. Il pensait alors à la promesse qu'il s'était faite, à la fidélité à soi-même, à l'esprit même du jeu. Pourtant, l'éclat de la victoire, son goût rêche de désir, l'appelle encore comme la houle appelle les marins. Son équipe est rassemblée autour de lui. Tarek, calme et large, pose une main sur son épaule. Lia, nerveuse, fait tourner le ballon entre ses pieds sans un mot. On n'entend presque plus que le battement affolé des cœurs. Autour d'eux, les équipes des autres nations, autrefois ennemies, désormais alliées contre la disparition du jeu lui-même, échangent des sourires ténus, des regards qui s'attardent. Un cor retentit. Sur le terrain, l'herbe se couche sous une brise fraîche et la terre gémit doucement. Aux frontières de la pelouse sacrée, des fissures strient déjà le sol. C'est une nouvelle marque du tournoi ultime. Chaque geste va compter. Le commencement est silencieux. L'arbitre, figure voilée, s'approche en tenant la coupe. Éliane sent un frisson lui courir le long de l'échine. Il lui semble voir des ombres se pencher depuis les tribunes, silhouettes de joueurs disparus, de dieux anciens, de tous ceux qui, jadis, ont rêvé de ce jour. Lorsque le sifflet retentit, c'est comme si l'air vibrait d'un orage. Les équipes s'arrachent à leur attente, et la partie commence. Dès l'instant où le cuir effleure le pied d'Éliane, il comprend que chaque seconde, désormais, sculptera le destin du monde. Le jeu est d'une intensité neuve, presque terrible. Les passes fusent, aiguës comme des éclairs, et chaque perte de balle soulève un vent glacial. Éliane esquive un adversaire, sans la rage ancienne et pure, qui habite les gestes de chacun. Il repère Lia, seul juste devant, et la lui transmet d'une pichenette soyeuse. Mais alors que Lia avance, un joueur de la nation d'Azur l'arrête d'un tacle maîtrisé. La balle ricoche, glisse vers le camp adverse. Sur la pelouse, les traces laissées par les semelles se mettent à briller. Éliane, haletant, réalise. Chaque action imprime la réalité. Chaque point, chaque faute, chaque franchissement de ligne laisse des sillons que rien ne pourra effacer. Le score reste vierge longtemps. Par 3 fois, la tempête menace quand un but approche, et par 3 fois, le sort du monde s'ajuste, fragile, entre balance et équilibre. Un premier choc survient.
Tarek, trop emporté, commet une faute sur un adversaire lancé à pleine vitesse. Un cri perce le ciel, mais ce n'est pas le cri du joueur à terre. C'est la voix de la réalité qui se fendille. Un long craquement retentit, et l'on voit, tout près de la ligne de touche, une faille s'ouvrir, béante et sombre. Il en suinte un vent âcre qui fige la foule. On croit voir, à la lisière, les images brouillées d'un autre temps, d'un autre monde. Eliane se fige, la gorge serrée. Les joueurs, stupéfaits, s'écartent. Même l'arbitre, figure mystérieuse, recule d'un pas. La faille se referme peu à peu, mais la marque reste, telle une brûlure au fond de la terre. Les spectateurs, eux, se pressent les uns contre les autres, certains murmurent des prières, d'autres referment les yeux, et d'autres encore n'osent pas détourner leur regard. Le jeu reprend, plus lourd, plus épais. Le vent a redoublé, tournoyant sur le terrain, élevant des tourbillons de poussière dorée. Plus que jamais, chaque passe, chaque duel pèse comme un serment. Eliane se sent étrangement étranger à lui-même. Parfois, à la faveur d'un instant de flottement, il croit que c'est l'enfant qu'il fut autrefois qui court sous ce maillot, et non le jeune homme tissé de souvenirs et de peurs. Puis vient l'instant fatidique. Lia, d'un geste fulgurant, parvient à tromper la défense adverse. Le regard d'Eliane croise le sien, et il n'y voit que confiance et détermination. Elle lui adresse une passe lumineuse. Eliane s'en empare, s'élance, franchit 2 défenseurs et arme sa frappe. Le silence qui précède le tir a la densité d'une nuit noire. Entre le pied d'Eliane et le ballon, il se glisse un souffle glacé, presque une voix, venue du tréfonds du sol et du ciel. Frappe. Le ballon part, s'allonge, fuse vers la lucarne. Lorsque la balle franchit la ligne et que le filet vibre, la tempête éclate vraiment. Le ciel se zèbre d'éclairs dorés, la pluie commence à tomber en rideaux scintillants. Parmi les spectateurs, beaucoup lèvent les bras, ivres de jubilation, mais tous voient ce que le but a déclenché. Car ce n'est pas une joie innocente, c'est un déchaînement qui emporte tout. Le vent hurle. Les arbres plient et se tordent à la frontière du terrain. Dans le sillage du but, de nouvelles fissures, plus larges, s'ouvrent à la périphérie. La lumière même semble vibrer, prête à exploser en myriades de fragments. Les joueurs s'abritent le visage, avancent à tâtons sous la bourrasque. Eliane, abasourdi par la puissance de cette tempête, croit un instant que la victoire importe plus que tout. Que tout ce pourquoi il s'est battu n'aura eu de sens que si le score est en leur faveur, que si son nom traverse les âges. Mais au fond de lui, là où les questions pèsent plus lourd que les réponses, il sent la faille. Il a vu, dans les yeux de l'arbitre, de Lia, de Tarek, plus que la soif du triomphe, l'attente d'un sacrifice, d'un choix capable de sauver le jeu ou de le réduire à un souvenir perdu. La tempête persiste. Les éléments pleurent, hurlent, grondent comme pour rappeler à tous ce que coûte la victoire, lorsque la joie emporte avec elle l'équilibre du monde. Les fissures s'étendent, serpentent sous les pieds des joueurs, jusqu'aux fondations des tribunes. Par endroits, des pans de réalité semblent chanceler, révélant sous la surface du présent les bribes d'un passé oublié ou d'un futur menacé. Alors, presque dans la confusion, les autres joueurs se rassemblent autour d'Eliane. Lia s'avance, ses yeux brillants de larmes ou de pluie. Elle lui confie, à voix basse, ce que tous devinent. Le jeu ne tient plus qu'à un fil. Il ne résistera pas à une nouvelle tempête, pas à un point de plus, pas à la moindre infraction supplémentaire. Si l'équipe va jusqu'au bout, si la victoire est totale, la réalité elle-même pourrait s'effondrer, et tout serait perdu, y compris la mémoire du jeu, qui alors ne serait plus que poussière de légende. Eliane s'étaite. Il observe ses mains, grelottantes. Sur ses doigts tremble encore l'énergie du but. Mais le souffle du vent, la fièvre du monde, les regards pesants de la foule, tout lui rappelle que quelque chose de plus grand est en jeu. Autour de lui, ses adversaires, devenus, l'espace d'un tournoi, ses compagnons,
l'entourent. Parmi eux, il reconnaît le chef de la nation d'Azur, le capitaine de la tribu des Hautes-Terres, l'agile meneur des Sables Rouges. Tous ont la même question suspendue dans le regard. Et maintenant, le corps retentit à nouveau, appelant à la reprise. Certains joueurs hésitent. Sur les gradins, le public retient sa respiration. Les arbitres délibèrent en marge du terrain. L'un d'eux, silhouette diaphane, se penche vers Eliane et lui susurre une requête, tonnant comme un avertissement. Le jeu doit survivre, coûte que coûte. Ce n'est pas une finale ordinaire. C'est le cœur qui saigne, le cœur qui pourrait cesser de battre. Lorsque le jeu reprend, Eliane ne court plus vers la victoire. Il fait circuler la balle, recule, temporise. Il cherche la faille, non pas chez l'adversaire, mais en lui-même. Les autres comprennent son dessein, peu à peu. Ils ralentissent, brident leur ardeur. Le rythme s'apaise, non sans peine. Il faut lutter contre l'instinct, la passion de dépasser, de dominer, d'inscrire encore un point. Mais la tension ne faiblit pas. La pluie froide leur colle aux paupières, la terre se dérobe parfois sous leurs pieds. Il suffirait d'une passe manquée, d'une faute de trop, pour que le tournoi bascule une dernière fois dans le chaos. Pourtant, à mesure que le match s'étire ainsi, que le score demeure figé, que les fautes s'effacent derrière la prudence, l'orage se calme, lentement. Les fissures, autour du terrain, se referment très lentement, comme si le monde, lui aussi, retenait son souffle dans l'attente de la résolution. C'est alors, dans cette étrange accalmie, que l'improbable s'impose à Eliane. Le jeu n'est pas fait de victoire. Il est fait de liens, de passages, de cet espace fragile entre la fureur et le respect, entre l'exploit et la mesure. Les nuages avaient déployé leurs draps lourds et sombres sur la ville, la plongeant dans un crépuscule presque irréel. Autour du stade, la pluie tombait sans relâche, comme une caresse obstinée sur les toits, les pavés, et les foules agglutinées derrière les grilles, parapluie dressé dans un balai silencieux. À l'intérieur, la pelouse luisait, vernie par l'averse, dessinant des reflets argentés que la lumière des projecteurs faisait danser. Les tribunes semblaient un navire ballotté dans la tempête, chaque spectateur devenant une ombre entr'ouverte entre ciel et terre, le souffle suspendu dans l'atmosphère gorgée de rumeurs et de cris inaboutis. Eliane marchait lentement depuis le rond central. À chaque pas, les crampons soulevaient un peu de boue, traçant derrière lui le sillage d'une route invisible. Son maillot collait à sa peau, la pluie découpant ses traits juvéniles et creusant des rivières glacées le long de son cou. Il sentait son cœur battre non seulement dans sa poitrine, mais dans tout son être. Jusque dans le bout des doigts, jusque dans ses tempes, jusqu'au monde entier, pensait-il. À chaque inspiration, l'air pluvieux semblait trop dense, chargé de tous les tam-tams séculaires que l'attente de ce pénalty avait réveillés. Les voix s'étaient tues. Même le vent avait ralenti, n'osant froisser plus encore la toile du moment. Le ballon reposait immobile sur le point blanc, strié de gouttes, nimbé d'un halo de lumière crue. À quelques mètres, le gardien attendait, aussi immobile qu'une statue. L'éclair d'une nervosité pouvait à peine traverser l'opacité de son regard. Eliane fixa un instant la surface du cuir blanc, cherchant à y lire un signe, une promesse qu'il n'avait jamais osé se faire. Sur les gradins, ce ne sont plus de simples spectateurs qui guettaient l'instant, mais toute une humanité rassemblée, toute génération confondue, toute langue et toute mémoire réunies sous l'étendard tremblant d'un désir commun. Des visages d'enfants, fascinés, appuyaient leurs joues contre les épaules de parents au regard grave. Les vieux se souvenaient d'autres soirées de liesse, d'autres soirs d'orage où la légende était née sous leurs yeux. Il n'existait ce soir ni différence, ni barrière, ni frontière. Tout, absolument tout convergeait vers cet instant précis, simple comme un battement de paupières, précieux comme un souffle d'éternité. Eliane sentit le poids de l'histoire sur ses épaules. Ce n'était pas seulement le sort de son équipe, ni le rêve inespéré d'un stade, mais la chaîne tressée de tous les matchs passés, de toutes les mains qui avaient serré un ballon autrefois, des chants du mercredi soir,
des clameurs qui n'avaient jamais cessé de hanter les couloirs du passé. Quelque part là-bas, pensait-il, dans les ruelles d'un autre siècle, dans les terrains vagues, il y avait eu des enfants comme lui, dévalant vers des portails rouillés, improvisant un but avec 3 cailloux. Il était le fruit de toutes ces espérances immortelles, le souvenir vivant de tous les jeux interrompus par la nuit. Le bruit de ses pas s'arrêta lorsqu'il atteignit le point de vérité. Il posa ses mains sur ses hanches, ferma les yeux une seconde, non pas pour prier, mais pour entendre distinctement ce que son cœur tentait de lui souffler, une invitation à l'audace. Lorsqu'il rouvrit les paupières, le monde entier semblait avoir basculé dans une luminosité étrange, irréelle, comme si la pluie elle-même avait décidé de flotter en suspens pour ne pas troubler le silence. Il prit du recul, 3, puis 4 pas, caressant du bout de la semelle le sol détrempé pour en capter la texture. Tout ce rituel, il le connaissait par cœur, mais ce soir, chaque geste prenait la couleur d'un sacrement. Quelque chose se produisit qui échappa à Eliane, comme à chacun des êtres rassemblés là, et dont la magie ne fut jamais expliquée. À l'instant précis où il plantait son regard dans celui du gardien, le temps sembla se dilater, puis se figer, bouleversant la logique impitoyable du chronomètre. Les secondes s'étiraient, devenaient des heures, des années, des siècles même, et le stade entier fut plongé dans une séquence d'immobilité absolue. Eliane sentit sur sa nuque le souffle de tous les stades oubliés, les terrains disparus sous l'asphalte, les tribunes effacées par les guerres ou les hivers. Il crut percevoir l'appel lointain de voix disparues, toutes conjuguées dans un murmure ancestral. Des hommes et des femmes des époques révolues veillaient sur lui, envoyaient à travers les âges l'éclat minuscule et inaltérable de leur passion. C'était plus qu'un match, pensait-il dans ce bref chaos muet, c'était le chant de toute l'humanité qui se tenait, guettant un but, attendant une renaissance. Un éclair fendit l'horizon, éclaboussant le ciel d'une lumière blanche. Eliane sentit son pied d'appui s'ancrer dans le sol, plus ferme que jamais. Le moment était venu, il s'élança dans une course mesurée, mécanique et douce à la fois, et arma son pied pour la frappe. Le contact du cuir fut une caresse puissante, unique, un geste millénaire répété d'innombrables fois, mais qui ce soir s'apprêtait à briser le cours du temps. Le ballon quitta le sol, filant comme un astre naissant. Son mouvement devint le témoin d'une énergie venue de loin, d'avant les livres d'histoire, de la première fois qu'un enfant lança une pierre en l'air pour défier le monde. Les gouttes de pluie semblèrent s'écarter de sa trajectoire, formant autour de lui une colonne de silence, un couloir de lumière où rien ne pouvait le toucher. Le gardien bondit, effaçant dans l'air la promesse de l'arrêt, mais déjà le ballon avait choisi sa route, tendue, parfaite, rinçant dans son sillage les regrets et les peurs. La balle heurta les filets dans un bruit sec, éclatant, pur comme un cri de naissance. Le but était marqué. Le stade, figé dans une apnée commune, s'emplit soudain de lumière et de son. D'abord un souffle, un battement venu du sol, puis une clameur immense, une vague qui déferla, emportant tout sur son passage. L'explosion de joie fut telle qu'on aurait juré que la terre trembla, que les fondations du monde résonnaient de ce cri, que le ciel lui-même chassait les nuages pour mieux contempler la scène. Le public laissa éclater une liesse ancienne, celle des peuples retrouvant la fierté d'un rêve partagé, celle du miracle qui unit les cœurs par-delà les différences. Les coéquipiers d'Eliane se précipitèrent sur lui, le serrant dans une mêlée de bras et de sourires. Les larmes se mêlaient à la pluie sur leurs visages, et même le terrain, meurtri, semblait respirer au rythme de leur joie. Pourtant, au cœur du tumulte, Eliane demeurait un instant à part, observant le monde à travers le prisme unique du miracle qu'il venait d'accomplir. Il voyait au loin, là où l'œil ne porte guère d'habitude, les silhouettes effacées des anciens joueurs, ombres paisibles venues saluer le présent, puisant dans sa victoire la certitude que tout recommence toujours. Dehors, bien au-delà du stade, dans les rues détrempées, une rumeur enfla. Les flashs des télévisions reflétaient 1000 regards, tandis que partout, dans les foyers, les bars, sur les places où étaient accrochés de vieux écrans, chaque spectateur vivait, à sa manière, le dernier but.
On entendait dans les ruelles des cris et des chants, des applaudissements qui surgissaient d'immeuble en immeuble. Les voix des enfants, à peine capables de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer, se mêlaient à celles des aînés, unissant le passé et le futur dans ce présent suspendu. Peu à peu, la pluie perdit de son intensité. Les nuages s'ouvrirent par endroits, laissant filtrer des pans de ciel étoilé. Comme une promesse, une odeur de terre mouillée s'éleva, charriant les fragrances d'une nuit nouvelle. Au cœur du stade, les chants redoublaient, se transmettant de rangée en rangée, de corps à corps, de génération en génération. C'était le langage universel, celui qui n'a pas besoin de mots, celui de l'euphorie et du pardon, celui où le football redevient sacré car il n'appartient à personne et se donne à tous. Eliane, toujours debout au milieu du terrain, laissa sa tête basculer en arrière. Il ferma les yeux, tentant de savourer l'écho grandissant des chants, la finesse des sourires échangés autour de lui, la caresse nouvelle du vent que la victoire avait adouci. Il sentit en lui refluer toutes les tensions, tous les doutes, toutes les peurs. Il n'était plus lui-même seul, mais une cellule du cœur vibrant du monde. Les caméras, les micros, les milliers d'yeux ne lui faisaient plus peur. La magie était là, palpable, fragile, éternelle. Le stade vibrait, les tribunes résonnaient comme de vieilles cathédrales. Les chants gonflaient, de plus en plus purs, portés par la gratitude d'un peuple entier qui venait, l'espace d'un instant, de retrouver la foi. On ne célébrait pas seulement la victoire ni même la prouesse, mais la force de croire ensemble, le bonheur de s'unir autour d'un même geste, celui du but, ultime, perfectible. La musique entonnée ce soir-là dépassait les hymnes et les slogans. Elle devenait une prière, une offrande, une façon de dire oui à la beauté fragile de l'effort partagé. Chacun semblait comprendre, dans la pénombre de la nuit, que ce but était plus qu'une réalisation sportive. Il était la ponctuation d'un conte, un trait d'union entre hier et demain. Peut-être, pensaient certains, que ce but avait réveillé tous les stades endormis, partout sur la terre, là où la mémoire avait besoin d'un souffle nouveau. Dans les quartiers lointains où des enfants jouaient pieds nus, la nouvelle se propageait, comme un parfum de victoire, une braise rallumée au bord d'un trottoir. C'est ainsi que s'achève cette saga. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt.